Le 14 octobre 1856, les feuilles le long de la chaîne Blue Ridge s'étaient transformées en feu. Les érables rouges et les carrières dorées flamboyaient à travers la crête, comme si la terre elle-même brûlait de l'intérieur, et l'air transportait cette fraîcheur particulière de l'automne, la fumée de bois, la douceur mourante et le goût métallique du gel à venir. Cela signifiait que l'hiver n'était pas loin. Caleb Mercer se tenait à la porte du bureau du greffier du comté à Barren Fork, en Virginie, tenant un morceau de papier qui aurait tout aussi bien pu être une condamnation à mort. Autour de lui, ses deux frères aînés, Thomas et William, riaient si fort que Thomas devait s'appuyer contre le poteau d'attache pour garder son équilibre. Et la femme de William, Margaret, secouait la tête avec une pitié théâtrale destinée à être vue par la douzaine d'habitants du village rassemblés à l'extérieur. « Un tas de décombres, » dit Thomas en s'essuyant les yeux avec le dos de la main. « Le vieil homme t'a laissé un tas de gravats sur une colline où personne ne peut même monter à cheval. Que Dieu ait pitié de toi, Caleb. » William, l'aîné, âgé de 42 ans, qui avait hérité des 200 acres de terres agricoles de la famille le long de la Shenandoah, les meilleures terres agricoles du comté, sombres, fertiles et plates comme une table à manger, secoua simplement la tête. Son père avait toujours eu un sens de l'humour particulier, dit-il, même depuis sa tombe. Margaret se pencha vers William et lui dit quelque chose derrière sa main que Caleb ne pouvait pas entendre, mais qu'il pouvait facilement imaginer. C'était une femme qui mesurait tout en acres et en dollars, et selon ses calculs, Caleb venait de recevoir une valeur approximative de 0. Le document que Caleb tenait entre ses mains était le testament de Josiah Mercer, décédé 11 jours plus tôt à l'âge de 71 ans, assis dans son fauteuil près de la fenêtre, un exemplaire du Cosmos de Humboldt ouvert sur les genoux et une expression sur le visage que le croque-mort avait qualifié de paisible et que ses fils avaient interprété selon leur propre nature. William y voyait de la résignation, Thomas y voyait de l'entêtement, et Caleb y voyait quelque chose qui pouvait être de la satisfaction. Josiah avait été géomètre de métier, passionné de lecture, et un homme qui faisait plus confiance aux montagnes qu'aux gens. Il avait parcouru toutes les crêtes et tous les vallons du comté d'Augusta, cartographié des ruisseaux sans nom, et conservé une bibliothèque de plus d'une centaine de volumes dans une maison où sa femme, la mère de Caleb, décédée depuis 1848, n'avait conservé qu'une Bible et un livre de cantiques. Il avait divisé son domaine d'une manière que ses fils considéraient comme de la folie ou de la malveillance. William reçut les terres fertiles, 200 acres avec une solide ferme, 2 granges et des locataires générateurs de revenus déjà en place. Thomas reçut la scierie d'Elk Creek et les droits d'exploitation forestière sur 60 acres de forêt ancienne. Et Caleb, le plus jeune, âgé de 31 ans, reçut 40 acres de hautes terres rocheuses sur Stonewall Ridge, un terrain si escarpé et jonché de rochers que même les chèvres avaient du mal à s'y déplacer, et les ruines d'une structure en pierre que leur grand-père avait commencé à construire il y a des décennies et qu'il n'avait jamais terminée. La structure était connue localement sous le nom de Mercer's Folly. Elle se trouvait à une altitude de près de 3000 pieds, à moitié construite et en ruine, avec 3 murs partiels en calcaire empilés et sans toit. Le sentier qui y menait était à peine praticable à dos de mule. Personne à Barren Fork ne comprenait pourquoi le vieux Josiah s'était donné la peine de revendiquer ce terrain, et encore moins pourquoi il l'avait légué à quelqu'un. « Tu pourrais le vendre », suggéra William, faisant preuve de générosité. Tu pourrais en tirer 12 ou 15 dollars pour les droits d'exploitation forestière s'il y a quelque chose qui vaille la peine d'être coupé là-haut. Il n'y a rien, répondit Thomas. Il avait 37 ans, était trapu et vif, avec le regard permanent d'un homme qui calculait les pieds de planche comme d'autres calculaient les prières. J'ai déjà regardé. Caleb plia soigneusement le papier et le glissa dans la poche intérieure de son manteau. C'était un homme mince, pas très grand, avec un visage que l'on oubliait facilement. Des yeux bruns un peu trop enfoncés, une mâchoire ferme mais sans relief, des mains rugueuses et trop grandes pour son corps. Il avait passé les 8 dernières années comme maçon à Charlottesville, et avant cela, 3 ans à lire tous les livres qu'il pouvait trouver dans la bibliothèque de son père. Il était le seul des fils de Josiah à avoir hérité de la curiosité du vieil homme, et peut-être le seul à comprendre que son père ne faisait jamais rien sans raison. « Je vais monter jeter un coup d'œil », dit Caleb doucement. Thomas rit à nouveau, le genre de rire qui invite le public à se joindre à lui. Plusieurs habitants de la ville s'exécutèrent. Prends une couverture et une prière. Caleb ne répondit pas. Il détacha sa mule, chargea ses outils
et commença la longue ascension vers Stonewall Ridge, tandis que ses frères rentraient chez eux, dans leur maison chaude de la vallée en contrebas. Le sentier menant à Mercer's Folly prit la majeure partie de la journée. Il serpentait à travers des bosquets denses de châtaigniers et de chênes, traversait deux ruisseaux froids et clairs qui coulaient sur des lits de schiste, et finit par se rétrécir jusqu'à devenir à peine plus qu'un sentier de sœurs longeant une corniche de calcaire exposé. La mule, une jument grise nommée Salt que Caleb avait achetée à Charlottesville pour 11 $, avançait prudemment le long de la corniche avec le mépris prudent d'un animal qui comprenait mieux que n'importe quel humain les conséquences d'un faux pas. La forêt changeait à mesure qu'il grimpait. Les feuillus cédaient la place à des espèces montagnardes, des prûches, des épicéas et des bouleaux, et les broussailles s'éclaircissaient jusqu'à ce que le sol soit recouvert d'une épaisse couche de feuilles et de mousse qui étouffait chaque pas. L'air devenait plus frais et plus rare et transportait le parfum pur et intense des conifères. À deux reprises, Caleb aperçut un cerf, une biche et son faon qui les observaient depuis un fourré de rhododendron, les yeux brillants comme des pierres polies. Un faucon à queue rousse tournait au-dessus de la crête en large cercle patient, profitant des courants ascendants générés par la montagne lorsque le soleil réchauffait ses flancs rocheux. Lorsqu'il atteignit la crête, le soleil était bas et la température avait chuté à un niveau qui transperçait son manteau de laine et s'installait dans ses eaux comme un locataire indésirable. Le dernier demi-mile était le plus raide, grimpant à travers un champ de rochers de la taille de wagon, renversé et empilé de manière chaotique, suggérant un ancien éboulement. Entre les rochers, des fougères poussaient en touffes denses, encore vertes malgré la saison, ce que Caleb remarqua avec l'intérêt absent d'un homme dont l'esprit était toujours en train de cataloguer. Il vit les ruines avant de les atteindre. 3 murs de calcaire grossièrement taillés, chacun d'environ 2,5 mètres de haut, formant un rectangle approximatif contre une paroi rocheuse naturelle. Le quatrième mur, ou ce qui aurait dû être le quatrième mur, était la montagne elle-même. Une paroi abrupte de pierre grise striée de veines de quartz blanc. L'ensemble de la structure mesurait peut-être 9 mètres de long et 4 mètres de large, ouvert sur le ciel, encombré de feuilles mortes et de débris accumulés depuis des décennies. Un jeune bouleau avait pris racine dans un coin, et une famille d'écureuils avait construit un nid dans un autre. Il s'agissait, à tous égards, d'un tas de gravats. Les parties supérieures des murs s'étaient effondrées par endroits. Le mortier s'était effrité en poudre. Les pierres étaient éparpillées à l'intérieur comme des dents arrachées d'une mâchoire. Et pourtant, Caleb attacha du sel au boulot, posa son sac à dos et commença à faire le tour du périmètre. Il passa ses mains le long des murs, testant les joints de mortier, enfonçant ses doigts dans les interstices entre les pierres, lisant la structure comme son père lui avait appris à lire le terrain, non seulement avec ses yeux, mais aussi avec ses mains. Le calcaire était local. Il pouvait voir les marques laissées par son grand-père dans la carrière, et malgré des décennies de négligence, les rangées inférieures étaient remarquablement solides. Les pierres de fondation étaient massives, certaines pesant 150 ou 200 kg, assemblées avec une précision qui exigeait de la patience et une bonne compréhension de la façon dont la pierre voulait s'asseoir. Il passa la première heure à simplement regarder. La paroi rocheuse qui formait le mur arrière était légèrement incurvée vers l'intérieur, formant une concavité peu profonde. Et à la base de cette concavité, à moitié cachée par des pierres tombées et des feuilles mortes, se trouvait une ouverture pas très grande, peut-être 60 cm de large et 45 cm de haut, mais d'où provenait un léger courant d'air chaud indéniable. Caleb s'agenouilla et tendit la main devant l'ouverture. L'air qui touchait sa paume était chaud, pas brûlant, pas comme une source thermale, mais chaud comme une cave en décembre. Comme la terre est chaude quand on creuse au-delà de la ligne de gel, stable, constante, comme si la montagne respirait. Il dégagea les débris et poussa sa lanterne à l'intérieur. L'espace s'élargit rapidement pour former un passage d'environ 1,20 m de haut et 90 cm de large, descendant en pente vers l'obscurité. Les parois étaient en calcaire lisse, humide par endroits, et l'air à l'intérieur était agréable. Il estima la température entre 10 et 12 degrés Celsius. Ça sentait les minéraux et le temps profond, la pierre humide et l'eau ancienne et la terre qui n'avait jamais vu le soleil. Il s'assit sur ses talons et regarda la ruine avec un regard neuf. Son grand-père n'avait pas construit une maison. Il avait construit un vestibule, une entrée vers le souffle chaud de la montagne. Et Josiah, le géomètre,
connaissait l'existence de la grotte lorsqu'il revendiqua ce terrain et rédigea son testament. L'héritage n'était pas une plaisanterie. C'était un cadeau, mais seulement pour quelqu'un qui avait les connaissances et la patience nécessaires pour le déballer. Les 3 premières semaines à Stonewall Ridge furent les plus difficiles de la vie de Caleb. Il dormait dans les ruines à ciel ouvert, avec pour seule protection une bâche en toile tendue entre les murs, et il se réveillait chaque matin avec du givre sur ses couvertures et une douleur particulière due au froid, qui nécessitait 1 heure d'activité physique pour disparaître. Il mangeait du porc salé, des tacos durs et tout ce qu'il pouvait chasser, principalement des écureuils, ainsi que les dernières châtaignes de l'automne. Les nuits c'étaient les pires. Ce n'était pas le froid en soi, mais le silence dû à l'absence humaine. Le fait de savoir que la personne la plus proche se trouvait à des kilomètres en contrebas et que si quelque chose tournait mal, personne ne le saurait. La 3e nuit, allongé sous sa bâche, les étoiles visibles à travers les interstices des murs, il entendit un bruit provenant de l'entrée de la grotte, un bourdonnement grave et résonnant, comme une note jouée sur une corde de basse de la taille de la montagne. Il comprit plus tard que c'était la réponse de la grotte à un changement de pression barométrique. Mais à ce moment-là, seul sur une colline froide, il lui semblait que la montagne lui parlait. Cela ne l'effrayait pas. Il trouvait cela rassurant, mais il travaillait chaque jour, du lever au coucher du soleil, avec l'intensité concentrée d'un homme qui comprenait que l'hiver approchait et que la qualité de son abri déterminerait s'il y survivrait. La première tâche consistait à déblayer. Il a retiré des décennies de débris des ruines et a découvert que son grand-père avait posé les fondations sur un socle rocheux solide, ce qui expliquait leur stabilité. Il a également découvert autre chose, une série de canaux creusés dans le socle rocheux, des rainures peu profondes d'environ 10 cm de large et 5 cm de profondeur, s'étendant de l'entrée de la grotte vers l'avant de la structure, formant un réseau ramifié semblable aux nervures sous une feuille. Elles avaient été creusées à la main. Il lui fallut plusieurs jours de réflexion pour comprendre leur utilité. Les canaux étaient conçus pour transporter l'air chaud depuis l'entrée de la grotte et le distribuer sur le sol du bâtiment. Son grand-père avait conçu un système de chauffage, non pas à base de feu ou de bois, mais à base de la terre elle-même. Caleb avait lu des ouvrages à ce sujet à Charlottesville, notamment un traité rédigé par un ingénieur français décrivant l'ancien système époque romain, dans lequel l'air chaud circulait sous des planchers surélevés. Mais les Romains utilisaient des fourneaux. Son grand-père avait prévu d'utiliser la montagne. Le principe était simple et élégant. En profondeur, la Terre maintient une température presque constante, environ 13 degrés Celsius dans cette région. Quelle que soit la saison, les grottes qui s'enfoncent profondément dans la roche agissent comme des réservoirs thermiques, respirant de l'air réchauffé en hiver et refroidi en été. Si cet air pouvait être canalisé dans un bâtiment, celui-ci serait chauffé sans combustible, non pas à une chaleur torride, mais à une température stable et supportable qui empêcherait l'eau de geler et les hommes de mourir de froid. Caleb commença la reconstruction. Il commença par les murs, mélangeant du mortier neuf à partir de chaux qu'il avait lui-même brûlé, ramassant des morceaux de calcaire sur l'affleurement de la crête, construisant un four à partir de pierres des champs, brûlant le calcaire pendant 3 jours pour produire de la chaux vive, puis l'éteignant dans une fosse près du ruisseau, et attendit encore 2 jours que la réaction chimique se termine avant de mélanger la chaux finie avec du sable et de l'eau. Le processus était lent et exigeant, nécessitant une attention constante à la température du four et au processus d'extinction, mais le résultat était un mortier d'excellente qualité, solide, facile à travailler et bien supérieur à tout ce qu'il aurait pu acheter à Barren Fork. Chaque pierre devait être nettoyée, examinée et ajustée à la main. Dans certains cas, les pierres de la couche supérieure s'étaient effondrées et avaient dévalé la pente, et il fallait les remonter à l'aide d'un traîneau de fortune. 2 poteaux en châtaignier avec des traverses tirées par du sel et guidés par les bras endoloris de Caleb. Certaines des pierres d'origine s'étaient fissurées lors de leur chute et étaient inutilisables. Pour celles-ci, il en a extrait de nouvelles de l'affleurement, les fendant à l'aide de la technique du coin et de la plume utilisée par son grand-père, en perçant une ligne de trous peu profond, en insérant des coins en fer avec de fines plumes métalliques de chaque côté, puis en tapant sur chaque coin dans l'ordre, jusqu'à ce que la pierre se fende le long de la ligne, avec un bruit semblable à un coup de feu étouffé. Il a reconstruit les 3 murs debout à 9 pieds, en alignant chaque rangée avec son niveau, en vérifiant chaque angle avec son équerre. Il commença ensuite à construire un toit. Il n'avait pas de bois scié. La scierie la plus proche était celle de Thomas,
et il préférait dormir dans la neige plutôt que de demander quoi que ce soit à Thomas. Il abattit donc des châtaigniers sur la pente en contrebas et tailla les poutres à la main à l'aide d'une large hache. Chaque poutre devait être équarrie sur les 4 côtés. Ce processus lui prit des heures de coups de hache rythmés et réguliers et lui causa des ampoules qui éclatèrent, saignèrent et durcirent pour former des callosités qui le suivraient toute sa vie. Il lui fallut 4 jours pour façonner la seule poutre faîtière et 2 jours supplémentaires pour la hisser tout seul, à l'aide d'un système de cordes, de leviers et de pierres empilées qu'il avait mis au point en observant les carriers de Charlottesville. Il construisit un berceau de pierres empilées à chaque extrémité, fixa une corde sur une branche haute pour obtenir un avantage mécanique et fit progressivement monter la lourde poutre par étapes. Lorsqu'elle se posa enfin dans les encoches qu'il avait creusées dans le haut des murs, il recula et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, de la fierté. Pour le toit, il fendit des bardeaux de châtaignier, de minces morceaux de bois plat qui se chevauchaient comme des écailles de poisson pour évacuer l'œil. La technique était ancienne et simple, mais exigeait une régularité à toute épreuve. Chaque bardeau devait être fendu à partir d'un morceau de bois à grain droit, à l'aide d'un frot et d'un maillet, puis raboté à l'aide d'un couteau à tirer pour obtenir une épaisseur uniforme. Une seule planche prenait 5 minutes. Il en fallait environ 800 pour couvrir le toit. Il les fendait le soir à la lumière du feu. Le tapotement rythmique du maillet sur le frot devint la bande sonore de ces semaines d'automne. Un son auquel Salt la mule s'habitua tellement qu'elle rabattit les oreilles en signe de protestation lorsqu'il s'arrêta. L'innovation décisive, l'élément qui a transformé la structure d'une cabane de montagne rudimentaire en quelque chose de véritablement nouveau, était le sol. Plutôt que de simplement poser des planches sur le socle rocheux, Caleb a suivi le plan de son grand-père et l'a amélioré. Il a construit une plateforme surélevée en pierre plate posée sur des supports bas, empilant des blocs de calcaire d'environ 15 cm de haut au-dessus du socle rocheux, créant ainsi un vide sanitaire à travers lequel l'air de la grotte pouvait circuler librement. Il a prolongé les canaux de son grand-père, en ajoutant des branches et en approfondissant les rainures pour améliorer la circulation de l'air. Il a recouvert la plateforme en pierre de planche de châtaignier bien ajustée, laissant de minces interstices le long des murs où l'air chaud pouvait monter dans la pièce grâce à ce qui équivalait à des évents naturels. L'effet a été immédiat. Avant même que les murs ne soient complètement scellés, l'intérieur était nettement plus chaud que l'extérieur. La grotte respirait dans le bâtiment et le bâtiment retenait son souffle. À la fin du mois de novembre, la structure était fermée, mais loin d'être terminée. Pas de espace de digne de ce nom, pas de mobilier à part une paillasse et un tabouret à 3 pieds. Ça sentait le mortier frais et le bois brut, avec une légère odeur minérale provenant de l'air de la grotte, que Caleb trouvait étrangement réconfortante. Il se rendit pour la première fois à Baron Fork le 23 novembre pour s'approvisionner en verre, quincaillerie en fer, sel, farine, café et thermomètre. Le commerçant, un homme au visage rougeau nommé Gascal, le regarda avec une curiosité enjouée. « J'ai entendu dire que vous viviez sur la crête, » dit Gascal en pesant des clous. « Dans cette vieille ruine. »« Ce n'est plus une ruine, » répondit Caleb. « J'ai entendu dire que vous la chauffiez avec l'air de la grotte. La grotte maintient une température d'environ 54 degrés Fahrenheit toute l'année. Le système de plancher distribue cet air dans tout le bâtiment. » Gascal cligna des yeux. 54 degrés Celsius provenant d'une grotte. À partir d'une certaine profondeur, la température du sol reste constante quelle que soit la saison. La grotte relie le bâtiment à ce réservoir thermique. Gascal ne dit rien de plus, mais Caleb entendit les rires avant même d'avoir atteint la porte. Le soir venu, la moitié de la ville avait entendu dire que le plus jeune fils de Josiah Mercer essayait de chauffer une maison avec de la terre. Cette phrase devint une blague. Se chauffer avec de la terre, et elle suivit Caleb tout au long de l'hiver. Les fermiers en parlaient à la boutique d'alimentation animale. Le forgeron en parlait pendant qu'il ferrait les chevaux. Même le pasteur fit une allusion voilée à la sagesse terrestre par opposition à la sagesse céleste, et la plupart des fidèles savaient exactement à qui il faisait référence. Caleb entendit les rires. Il les nota comme il notait le temps qu'il fallait endurer, et non combattre. Les mots n'étaient que des sons. Ils ne pouvaient pas le blesser, à moins qu'il ne les laisse faire. Il retourna dans la montagne et continua à travailler. L'hiver 1856-1857 arriva le 9 décembre avec un gel intense qui transforma les ruisseaux en verre et recouvrit de glace toutes les surfaces exposées. Chaque pierre, chaque branche et chaque brin d'herbe morte scintillait dans la lumière du matin,
La montagne semblait avoir été plongée dans du cristal. À Noël, il y avait 20 cm de neige et la température était tombée à 12 degrés Celsius pendant la nuit la plus froide. Une nuit si froide que les arbres craquaient comme des coupes de feu et que les étoiles semblaient vibrer dans un ciel noir, sans profondeur et totalement impitoyable. À l'intérieur de la maison de Caleb, le thermomètre indiquait 11 degrés. 11 degrés n'est pas une température chaude selon les normes civilisées. C'est la température d'une cave à légumes, d'une cave à vin, d'un ruisseau alimenté par une source en avril. Vous ne pourriez pas vous asseoir confortablement sans manteau, mais vous ne gèleriez pas. Votre eau ne se transformerait pas en glace dans son seau pendant la nuit. Vos doigts ne seraient pas engourdis, vos orteils ne noirciraient pas, et vos poumons ne brûleraient pas à chaque respiration comme ils brûlaient dehors, où l'air était si froid qu'il semblait solide, et avec un petit feu dans la cheminée en pierre, brûlant non pas la demi-corde par jour que les familles de la vallée consommaient pendant l'hiver rigoureux, mais une modeste brassée de brindilles suffisante pour augmenter la température de 15 ou 20 degrés supplémentaires. La maison de Stonewall Ridge était aussi confortable que n'importe quelle autre maison de Barren Fork, plus confortable à certains égards. L'air de la grotte n'était pas seulement chaud, il était humide, transportant l'humidité des passages souterrains. L'air à l'intérieur ne s'asséchait pas comme le fait l'air chauffé par la cheminée. Pas de peau gercée, pas de gorge sèche, pas d'électricité statique. La chaleur était douce, régulière et étrangement vivante, comme si la montagne elle-même l'abritait. Caleb passa ce premier hiver dans une solitude concentrée qu'il qualifiera plus tard de mois les plus formateurs de sa vie. Il avait ses outils, ses livres, 6 volumes, dont un traité d'ingénierie français, les principes de géologie de Lyell, une histoire naturelle de la Virginie et un volume d'Emerson, et le travail passionnant de finition de l'intérieur. Il construisit un cadre de lit en châtaignier avec de la corde. Il construisit des étagères pour les livres et les outils, les fixant au mur avec des assemblages à tenons et mortaises qui ne nécessitaient pas de clous. Il installa des fenêtres, 2 sur le mur sud, 1 sur le mur est, en plaçant des vitres dans des cadres qu'il avait lui-même façonnés, en calant les bords avec un mélange de résine de pin et de cire d'abeille qui s'assouplissait avec le bois sans se fissurer. Il accrocha une lourde porte en chêne à des charnières en fer, la calant suffisamment pour empêcher les courants d'air, mais laissant un espace en bas pour que l'air de la grotte puisse encore circuler. Il enduisit les murs de chaux, de sable et d'argile appliqués en 2 couches, une couche rugueuse et une finition lisse, qui séchèrent pour former une surface pâle et lumineuse qui reflétait chaleureusement la lumière de la lanterne et donnait à la maison une élégance inattendue. Le soir, à la lumière de cette lanterne, il lisait. Il lut Lyell sur la formation du calcaire, retraçant le lien entre l'ancien fond marin qui était devenu cette montagne et la grotte qui s'était formée à l'intérieur. Il lut Emerson sur l'autonomie et se surprit à approuver des passages qu'il avait autrefois considérés comme purement philosophiques, mais qu'il comprenait désormais comme une sagesse pratique. Il relut à plusieurs reprises le traité d'ingénierie français, comparant les systèmes décrits à ce qu'il avait construit, y trouvant à la fois des confirmations et des idées d'amélioration. Et il explora la grotte. L'ouverture menait à un passage qui descendait en pente douce sur environ 18 mètres avant de déboucher sur une salle d'environ 6 mètres de large et 3,6 mètres de haut. Le passage était si étroit à certains endroits que Caleb devait se tourner de côté et baisser la tête, et le sol était irrégulier, jonché de pierres tombées du plafond au fil des siècles. De l'eau coulait à plusieurs endroits, laissant des dépôts minéraux qui s'étaient accumulés pour former de petites formations, des stalactites miniatures pas plus longues qu'un doigt, et des stalagmites correspondantes sur le sol, comme si la grotte se couvrait lentement dedans. La salle principale était différente ici. Le plafond était voûté et les murs s'ouvraient, laissant de la place pour se tenir debout, respirer et tourner en rond les bras tendus. Les murs étaient recouverts de formations. Des stalactites pendaient du plafond en grappe allant de l'épaisseur d'un crayon à celle d'un bras, tandis que des stalagmites s'élevaient du sol comme des coulures de bougies figées. Et le long d'un mur, un large rideau de pierre coulée tombait du plafond au sol en plis ondulés, brillant comme de l'ambre à la lumière de la lanterne. La température était constante à 13 degrés Celsius. L'air était calme et pur, chargé de l'odeur minérale ancestrale du calcaire dissous et redéposé au fil des millénaires, molécule par molécule, avec une patience qui rendait absurde l'échelle de temps humaine. Au-delà de cette salle, la grotte continuait. Un passage étroit,
à peine plus large qu'une fissure dans la roche, obligeant Caleb à se faufiler avec sa lanterne à bout de bras, menait à une deuxième salle, plus petite, puis à une troisième. La deuxième salle contenait une mer d'eau si claire et si calme qu'elle était presque invisible. Caleb ne la découvrit que lorsqu'il y mit le pied et sentit le choc du froid à travers ses bottes. La troisième salle était la plus sèche, avec des parois de calcaire rugueux et poreux qui absorbaient le son si complètement que le silence à l'intérieur était comme une substance physique. Au-delà de la troisième salle, les passages devenaient trop étroits pour être explorés sans ramper. Et Caleb, conscient des histoires d'hommes perdus dans des grottes, marqua le point le plus éloigné d'un X à la craie et fit demi-tour. Il estima que le passage accessible mesurait environ 75 mètres. La grotte n'était pas grande selon les normes de Virginie. La grotte de Byers s'étendait sur des kilomètres, mais elle était belle d'une manière calme et intime, comme une chapelle construite par le temps lui-même, et elle était à lui. Il commença à tout documenter. Dans un carnet relié en cuir, le premier d'une série qui comptera finalement 18 volumes, il dessina le plan, mesura les dimensions, nota les températures et décrivit les formations avec minutie. Il nota les courants d'air, les infiltrations d'eau, les types de roches, le calcaire avec des bandes de deuche et des veines de cristaux, de calcite, qui captaient la lumière comme des étoiles enfouies. C'est la calcité qui l'a captivé. Dans la chambre accessible la plus profonde, les parois étaient parsemées de cristaux, la plupart pas plus gros qu'un ongle, mais remarquablement clairs, avec un éclat vitreux et des faces géométriques nettes. Certains étaient isolés. D'autres formaient des grappes semblables à des fleurs gelées. Lorsque la lumière de la lanterne les éclairait, ils projetaient de minuscules arcs en ciel sur les parois sombres. Caleb n'avait aucune formation officielle en minéralogie, mais il savait d'après ses lectures que les cristaux de calcite de cette qualité étaient rares. Il en ramassa plusieurs spécimens, les emballait soigneusement et les plaçait sur son étagère. Il les emmènerait à Charlottesville au printemps. Le printemps arriva lentement à Stonewall Ridge, la neige persistant jusqu'en avril. Caleb avait survécu à son premier hiver en bonne santé et indemne, et la maison était la preuve que la vision de son grand-père n'était pas une folie. En mai, il se rendit à Charlottesville avec deux objectifs: s'approvisionner et montrer ses cristaux à quelqu'un qui pourrait les évaluer. Cette personne était le professeur Aldous Kendish, géologue à l'Université de Virginie, qui avait publié une étude sur les gisements minéraux de Virginie. Caleb avait lu cette étude pendant ses années de maçon et se souvenait de l'intérêt de Kendish pour la qualité de la vallée de Shenandoah. Il trouva Kendish dans un bureau encombré au troisième étage de la rotonde, un homme aux cheveux blancs, aux doigts tachés d'encre et portant des lunettes qui agrandissaient ses yeux de manière comique. Caleb posa ses spécimens emballés sur le bureau. Kendish les déballait avec les gestes délicats d'un homme habitué à manipuler des objets fragiles. Il tint le premier cristal à la lumière de la fenêtre, le tournant lentement. « Où les avez-vous trouvés? »« Dans une grotte à Stonewall Ridge, dans le comté d'Augusta, sur ma propriété. » Cavendish examina un groupe étudiant les points de jonction. La structure est excellente, scalenoïdale, avec des faces très nettes, et ce lustre, c'est de la qualité optique ou presque. Ont-ils de la valeur? Scientifiquement, ils sont très intéressants. Parmi les meilleurs spécimens de Virginie que j'ai examinés. Commercialement, cela dépend de ce qu'il y a d'autre dans votre grotte. Il posa des questions détaillées sur les formations, la roche haute, l'eau, les dimensions des passages. Caleb répondit à chacune avec précision en consultant son carnet. Kendish écoutait avec un respect croissant. « J'aimerais visiter votre grotte, monsieur. Merci si ce que vous décrivez est exact. Et je pense que c'est le cas, vu la qualité de vos notes. Vous avez peut-être quelque chose de plus important que vous ne le pensez. »« Je sais que c'est important, » dit Caleb. « Je ne sais juste pas encore à quel point. » Cavendish sourit. C'est la bonne attitude scientifique. Cavendish arriva à Stonewall Ridge en juillet 1857, monté sur un cheval loué et visiblement très mal à l'aise. C'était un homme dont l'habitat naturel était une bibliothèque, pas une selle. Son assistant, Franklin, un étudiant diplômé aux cheveux roux et jovial, transportait divers types de thermomètres, des bocaux de collecte, une boussole, des mètres rubans, des bouteilles d'acide chlorhydrique dilué pour tester la composition minérale et un bureau portable qu'il installa dans la maison de Caleb avec une aisance acquise par l'habitude. Le professeur passa 3 jours dans la grotte, mesurant, dessinant, collectant et marmonnant sans cesse à voix basse, ce que Franklin semblait trouver normal.
Il rampait dans des passages que Caleb n'avait pas essayés, en ressortant avec un pantalon boueux, les coudes écorchés et les yeux brillants qui le faisaient paraître 20 ans plus jeune. Il prenait la température à chaque profondeur accessible et à chaque heure, la comparait avec la température extérieure et notait les différences d'une écriture si précise qu'elle faisait paraître grossières les notes soigneusement prises par Caleb. Il examina minutieusement le système de chauffage, rampant dans l'espace sous le plancher surélevé, avec une lanterne, et passant 2 heures à suivre les conduites d'air que son grand-père avait creusées dans la roche, puis demandant à Caleb de lui expliquer en détail la conception, les dimensions, les angles, le raisonnement derrière chaque branche et chaque évent. Le troisième soir, autour d'un café chez Caleb, la chaleur de juillet adoucie par l'air de la grotte circulant sous leurs pieds, Candish donna son évaluation. Franklin était assis dans un coin et prenait des notes. La grotte n'est pas grande, mais les formations sont exceptionnelles. Les spécimens de calcite sont parmi les plus beaux de Virginie, meilleurs que ceux de Wires, à mon avis. Il y a également des dépôts d'oragonite dans les passages inférieurs, ce qui est assez rare dans cette région. Il fit une pause. Cependant, la véritable valeur ne réside pas uniquement dans les minéraux. C'est la combinaison de la grotte, des propriétés thermiques, de la conception originale de votre grand-père et de ce que vous avez construit par-dessus. Vous avez créé une démonstration pratique des principes géothermiques que je n'ai lus que dans des revues européennes. Le plancher surélevé, les conduites d'air, la masse thermique, c'est un travail élégant et une science solide, abouti grâce à l'observation plutôt qu'à la théorie. Il demanda à écrire à ce sujet. Caleb accepta. Il n'était pas du genre à rechercher l'attention, mais il comprenait l'intérêt de voir son travail documenté par une autorité crédible. Et il comprenait aussi que son grand-père et son père méritaient que leur vision soit reconnue. Cavendish publia cet automne-là un article dans le Virginia Journal of Natural Science intitulé « Sur les formations minérales et les propriétés géothermiques d'une grotte dans le comté d'Augusta », avec des notes sur une nouvelle application du chauffage passif. Il s'agissait d'une publication modeste avec un lectorat restreint, composé principalement d'universitaires et de naturalistes amateurs. Mais dans ce milieu particulier, elle fit discrètement sensation. Le premier collectionneur arriva en octobre. Il s'agissait d'un riche naturaliste amateur de Richmond nommé Harwell, qui gravit Stonewall Ridge avec des bottes cirées qui furent ruinées bien avant qu'il n'atteigne le sommet. Il passa 1 heure dans la grotte à s'émerveiller devant les formations avec l'enthousiasme aveugle d'un homme qui collectionnait les belles choses comme d'autres collectionnaient les dettes, et offrit à Caleb 8 $ pour un seul groupe de cristaux de calcité de la taille d'un poing. 8 $, c'était plus qu'une semaine de salaire pour un ouvrier qualifié. Caleb observa le visage de l'homme pendant un moment, décida qu'il était sincère et accepta. Caleb était prudent. Il ne dépouillait pas la grotte. Il avait appris en observant Thomas et en lisant des livres sur l'épuisement des ressources naturelles que l'extraction sans gestion responsable était le chemin le plus rapide vers la ruine. Il ne collectait que des spécimens qui pouvaient être retirés sans endommager les formations environnantes. À l'aide d'un petit ciseau et d'une patience infinie, prélevant peut-être 1 ou 2 morceaux par semaine, il les nettoyait et les montait sur des socles en bois sculpté, ajoutant parfois une petite plaque en laiton avec le nom scientifique, la date et l'emplacement de la grotte. Il les vendait aux visiteurs, puis par correspondance à des collectionneurs dont Candish lui fournissait généreusement les noms. Au printemps 1858, Caleb gagnait plus grâce à son tas de gravats que William grâce à ses 200 acres. C'est en avril 1858 qu'il rencontra Ada Lenoir. Elle était devenue avec son père, Henry, un apothicaire d'origine française de Staunton, qui avait lu l'article de Candish et voulait voir la grotte de ses propres yeux. Henry était petit, énergique, avec un fort accent, des mains expressives qui ne cessaient jamais de bouger et une réserve inépuisable de questions qu'il posait avec la persévérance joyeuse d'un terrier creusant pour trouver un os enfoui. Il avait quitté la France en 1836, fuyant non pas la Révolution, mais l'ennui. Paris compte trop de pharmaciens et pas assez de mystères, avait-il dit à Caleb, et il avait ouvert une pharmacie prospère à Staunton, où il préparait des médicaments, collectionnait des minéraux et discutait de chimie avec quiconque voulait bien rester assez longtemps à son écoute. Sa fille, Ada, avait 26 ans. Elle avait les cheveux bruns et les traits anguleux de son père, adoucis pour devenir plus élégant, et elle possédait ce calme particulier qui ne vient pas de la timidité, mais de l'habitude d'observer attentivement, le calme d'une personne qui a appris qu'on voit mieux quand on se tait. Elle avait été éduquée par son père,
ce qui signifiait qu'elle avait lu plus et mieux que la plupart des hommes de la vallée, et elle portait ce savoir sans ostentation, comme un puits profond retient l'eau. Caleb leur montra la grotte. Henri s'exclama, fit des gestes et posa des questions sur la composition chimique de chaque surface. Ada parlait très peu, mais Caleb remarqua qu'elle touchait les parois de la grotte de la même manière que lui, du bout des doigts, comme si elle écoutait à travers sa peau. Après la visite, ils s'assirent dans la maison. Henry parla de pharmacologie et d'eau minérale. Oueda regarda les étagères. « Vous avez de l'iol, dit-elle. » C'était la première phrase complète qu'elle prononçait, d'une voix plus basse que prévu, avec un léger accent français hérité de son père. Les principes de géologie. J'en ai trouvé un exemplaire à Charlottesville. Mon père possède l'édition française. Je l'ai lu 2 fois. Elle prit le volume sur l'étagère et l'ouvrit à un chapitre sur la formation des grottes. Cette section sur la chimie de la dissolution. Avez-vous remarqué comment cela s'applique à vos gisements d'oragonite? Caleb l'avait remarqué. Ils en parlèrent pendant 1 heure tandis qu'Henry somnolait près de la cheminée. C'était la première conversation que Caleb avait eue depuis des mois qui ne portait pas sur le commerce, la météo ou les opinions du baron Fork sur sa santé mentale. C'était une conversation sur les idées, sur les processus lents et magnifiques qui ont façonné la Terre. Ada revint la semaine suivante sans son père. Apportant un ouvrage botanique français et des confitures de sureau, ils marchèrent ensemble sur la crête et elle identifia des plantes que Caleb ne savait pas nommer. Toothwort, H-Patica et une rare fougère Maidenhair à l'entrée de la grotte, dont elle attribuait la présence à cette altitude au microclimat unique de la grotte. Elle se déplaçait dans la forêt avec l'assurance de quelqu'un qui avait passé plus de temps à l'extérieur qu'en salon, et elle posait des questions précises et intelligentes, non pas avec la curiosité vague d'un visiteur, mais avec la curiosité ciblée de quelqu'un qui voulait comprendre. Elle revint encore et encore. Parfois, elle apportait des livres. Parfois, elle apportait des spécimens de la collection de son père pour les comparer avec ceux de Caleb. Une fois, elle apporta un petit microscope en laiton qui avait appartenu à sa mère, et ils passèrent l'après-midi à examiner les structures cristallines de différents spécimens de calcité, s'émerveillant de voir comment un même minéral pouvait prendre des formes si différentes selon les conditions de sa croissance. Leur idylle était discrète, nourrie par des lectures, des promenades et des travaux communs. Ada commença à aider à cataloguer les spécimens minéraux avec leur nom scientifique exact, d'une écriture précise et minuscule. Elle suggéra des améliorations à sa technique de collecte, lui montrant comment l'acide dilué pouvait nettoyer les spécimens sans endommager les faces cristallines. Elle lui fit remarquer des formations dans la grotte qu'il avait négligées. De petits mais magnifiques amas cachés dans des crevasses que sa lanterne n'éclairait pas sous les angles qu'il utilisait habituellement. Elle apporta des graines et l'aida à créer un jardin sur le versant sud, où le sol était mince, mais où le drainage était excellent et où la chaleur réfléchie par les parois calcaires créait un microclimat favorable. Elle ne demanda pas la permission pour faire ces choses. Elle les fit simplement avec le calme et la confiance d'une personne qui comprenait que le partenariat se démontrait par l'action et non par la négociation. Henri Lenoir approuva. « Elle est têtue, dit-il à Caleb. Elle ira où elle veut. Je pense qu'elle a fait le bon choix. » Ils se marièrent en septembre 1858 dans la maison en pierre de Stonewall Ridge, en présence d'Henry, Candish et Gaskell comme témoins. Gaskell arriva avec un jambon et un air perplexe et respectueux. Il serra la main de Caleb et dit « Je crois que je vous ai sous-estimé, Mercer. » C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse de la part du baron Fork. Les années qui suivirent furent des années de construction, non seulement de la maison, que Caleb agrandit progressivement en ajoutant des pièces reliées au système d'aération de la grotte, mais aussi d'une vie. Ada donna naissance à leur premier enfant, Josiah, à l'été 1859. Une fille, Claire, suivie en 1860 et puis un deuxième fils, Henri, en 1864. Les enfants arrivèrent dans une maison réchauffée par la montagne et grandirent en apprenant à lire le paysage comme leurs parents, avec patience, curiosité, leurs mains et leurs yeux. La guerre civile n'affecta que légèrement Stonewall Ridge. La crête était trop éloignée et trop difficile d'accès pour les deux armées. Les forces confédérées et unionistes se déplaçaient dans la vallée en contrebas, comme des courants rivaux dans une rivière, brûlant les granges, réquisitionnant le bétail et enrôlant les hommes. Mais elles ne grimpaient pas la crête. Le sentier était trop raide, la récompense trop incertaine, et il y avait des cibles plus faciles en contrebas.
Caleb, qui n'avait ni esclave ni conviction politique assez forte pour mourir pour elle, resta sur sa montagne. Il vendait des cristaux quand il le pouvait. Le marché se contracta pendant la guerre, mais ne disparut pas complètement, car les collectionneurs du Nord continuaient à acheter par l'intermédiaire de revendeurs, cultivaient ce que le sol pauvre pouvait produire, chassaient le cerf, la dinde et parfois l'ours, et gardèrent sa famille au chaud pendant les 4 hivers de guerre, tandis que la vallée de Shenandoah brûlait. C'est pendant les années de guerre, alors que les contacts avec l'extérieur étaient limités et que Caleb disposait de longues périodes ininterrompues pour observer, qu'il fit ce qu'il considéra plus tard comme sa découverte la plus importante. Il avait remarqué que certaines pentes favorisaient la croissance de plantes inhabituelles, des fougères typiques des creux profonds, des fleurs sauvages qui fleurissaient plusieurs semaines plus tôt que dans la vallée, des arbres comme le papayer et le pimène qui n'auraient pas dû survivre à cette altitude. Le facteur commun était la proximité du réseau de grottes. Partout où des passages souterrains passaient près de la surface, à moins de 3 ou 4,5 mètres, le sol au-dessus était légèrement plus chaud que le terrain environnant. L'effet était subtil, de l'ordre de 2 ou 3 degrés Celsius, mais dans les conditions marginales d'une crête montagneuse à 900 mètres d'altitude, 2 ou 3 degrés Celsius faisaient la différence entre la survie et la mort pour de nombreuses espèces végétales. Le sol chaud prolongeait la saison de croissance, empêchait le gel profond et créait des microclimats où les plantes fragiles pouvaient prospérer dans des conditions qui les auraient tuées ailleurs. Caleb a commencé à cartographier ces zones chaudes avec la précision des relevés de son père, en enfonçant des piquets à intervalles réguliers et en enregistrant les températures du sol à chaque point pendant une année entière. Ada, s'appuyant sur ses connaissances botaniques et l'approche systématique de son père, a commencé à expérimenter des plantations dans les zones chaudes, testant quelles espèces pouvaient survivre, lesquelles prospéraient et à quelle distance elles devaient se trouver des passages souterrains pour bénéficier de l'effet thermique. En 1868, ils avaient créé un jardin produisant des légumes que personne d'autre dans le comté ne pouvait cultiver à cette altitude. Des laitues et des pois précoces qui apparaissaient plusieurs semaines avant leurs homologues de la vallée, des tomates tardives qui mûrissaient dans la chaleur d'octobre, alors que les autres jardins avaient déjà succombé au gel, et un petit verger de pommiers bénéficiant du sol réchauffé au-dessus d'un passage souterrain peu profond. Ada tenait des registres méticuleux des dates de plantation, des rendements et des températures, constituant ainsi un ensemble de données qui s'avéra plus tard inestimable pour les chercheurs agricoles étudiant les effets du microclimat. Le jardin n'était ni grand ni particulièrement productif selon les normes de la vallée, mais il était remarquable par son emplacement et contribua à la réputation croissante de Stonewall Ridge comme un endroit où les règles habituelles ne s'appliquaient pas tout à fait. Le commerce des minéraux connut une croissance régulière dans les années qui suivirent la guerre. À mesure que le pays se reconstruisait et que les Américains détournaient leur attention de la destruction pour se tourner vers la compréhension, l'intérêt pour l'histoire naturelle augmenta. Les cristaux de Caleb trouvèrent un marché tout près parmi les collectionneurs, les musées et les universités de la côte Est et en Europe. Il développa une correspondance abondante avec des minéralogistes de Philadelphie, New York, Boston et Londres, échangeant des spécimens contre des livres, des instruments scientifiques et des informations qui enrichirent sa compréhension de sa propre grotte. Ses carnets en cuir se multiplièrent. En 1870, il en comptait 14 volumes, chacun plus détaillé et plus assuré que le précédent. Ada était sa partenaire à part entière dans tout cela. Elle tenait les registres botaniques avec une précision que Candish lui-même admirait lors de ses visites périodiques. Elle gérait la correspondance, écrivant des lettres en anglais et en français à des collectionneurs et des scientifiques sur 2 continents. Elle éduquait les enfants, leur enseignant la lecture, les mathématiques, l'histoire naturelle, le français et la discipline particulière de Mercier-Lenoir, qui consiste à observer attentivement le monde avant de tirer des conclusions. Et c'est Ada qui suggéra en 1869 d'ouvrir la grotte aux visiteurs payants, non pas comme une attraction touristique spectaculaire à la manière de Luray ou de Mammoth Cave, mais comme une expérience éducative. Il facturait 50 cents par personne, limitant les groupes à 4 personnes, et Caleb lui-même guidait chaque visite, expliquant la géologie, les formations et les principes du chauffage géothermique avec la minutie et la patience qui lui étaient naturelles. Il ne se précipitait jamais. Il ne simplifiait jamais au-delà de ce que la précision permettait. Et il ne manquait jamais de mentionner la vision originale de son grand-père ou le don de son père
qu'il comprenait que son histoire n'était pas seulement la sienne. C'était un fil dans un tissage plus long qui remontait à plusieurs générations et qui, s'il faisait bien son travail, s'étendrait tout aussi loin dans l'avenir. Les visiteurs venaient, mais ils n'étaient pas nombreux. L'ascension décourageait tous ceux qui n'étaient pas vraiment intéressés, ce qui était exactement le but recherché, mais cela suffisait pour assurer un revenu modeste et, surtout, pour créer un réseau de personnes qui comprenaient et appréciaient ce que Caleb avait créé. Les enseignants amenaient leurs élèves, les scientifiques amenaient leurs collègues. Quelques journalistes ont fait l'ascension et ont écrit sur ce qu'ils avaient découvert. L'un d'eux, un écrivain du Harper's Weekly nommé Marrow, a publié en 1872 un article illustré décrivant la grotte et la maison comme un monument à l'ingéniosité américaine et à l'étude patiente de l'architecture de la nature. Marrow a passé 3 jours sur la crête, a dessiné la maison et l'entrée de la grotte et a interviewé Caleb et Ada avec la minutie d'un homme qui savait reconnaître une bonne histoire. L'article était généreux mais pas sensationnel et il a attiré un flux modeste mais régulier de visiteurs qui s'est poursuivi pendant des années, chacun gravissant le long sentier et arrivant au sommet pour découvrir quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Pas une curiosité ou une attraction, mais une maison qui respirait avec la montagne. La scierie de Thomas Mercer a fait faillite en 1868. Il avait rasé ses 60 acres de bois sans les replanter, prenant tout ce que la terre avait à offrir sans rien redonner, une stratégie qui fonctionne jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Et lorsque les arbres eurent disparu, son gagne-pain disparut également. La terre, dépouillée de sa couverture végétale, s'éroda gravement sous les pluies printanières, emportant la couche arable dans le ruisseau et laissant des pentes nues d'argile rouge où ne poussaient que des genêts et la pauvreté. Thomas vendit ses terres ruinées à un prix inférieur à leur valeur et déménagea avec sa famille à Richmond, où il trouva un emploi de commis dans un magasin de tissus, travaillant à l'intérieur sous un éclairage au gaz pour un homme 2 fois plus jeune que lui. Il mourut en 1874, à l'âge de 52 ans, d'une pneumonie contractée dans une pension aux murs minces et sans chauffage digne de ce nom. L'homme qui avait ri le plus fort de l'héritage de Caleb ne laissa derrière lui que des dettes et une famille dispersée comme des graines dans le vent. William s'en sortit mieux, mais pas bien pour autant. Les terres basses de Shenandoah furent gravement inondées en 1870, puis à nouveau en 1873, débordant des berges et inondant les champs de William Doe et de Limon, emportant les clôtures, noyant le bétail et ensevelissant les récoltes sous une boue grise qui sécha pour former une croûte dure et craquelée. Les inondations ne ruinèrent pas William. C'était un fermier compétent et il reconstruisait à chaque fois, mais elle l'usait année après année, comme l'eau use la pierre. Sa femme Margaret développa une toux persistante pendant l'hiver 1874 que les médecins de la vallée ne parvenaient pas à soigner. Ils lui prescrivirent du repos, qu'elle ne pouvait pas se permettre, et de l'air chaud et sec, que le peu humide de la rivière ne fournissait pas. Au cours de l'hiver 1875, William vint pour la première fois à Stonewall Ridge. Il lui fallut presque une journée entière pour y arriver, et il arriva en fin d'après-midi, le chapeau à la main, et avec une expression que Caleb n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas exactement de l'humilité, mais quelque chose qui s'en rapprochait, quelque chose qui lui avait été imposé par le genre d'éducation que seul l'échec peut procurer. Il avait 55 ans, mais il semblait plus âgé, voûté, grisonnant, avec l'expression creuse d'un homme dont les certitudes avaient été balayées une à une. Il regarda la maison. 5 pièces, une bibliothèque de 200 volumes, solide et chaleureuse, baignée par la lumière des lampes. Puis il regarda Caleb et dit « Je me suis moqué de toi. Je m'en souviens. Père savait, n'est-ce pas? Il savait pour la grotte. Il savait pour la chaleur. Il savait que cette terre valait plus qu'elle n'en avait l'air. Et il savait que j'étais celui qui le verrait. » William resta silencieux pendant un long moment. Margaret était malade. La maison dans la vallée est humide. Le médecin dit qu'elle a besoin d'air sec et d'une chaleur constante. « Amenez-la ici, » dit Caleb sans hésiter. « Nous avons de la place. » Margaret passa cet hiver à Stonewall Ridge, en Jujun, à Chabert, dans une chambre avec une fenêtre orientée au sud et un sol réchauffé par la montagne. L'air de la grotte, avec son humidité et sa température constante, apaisait sa toux. Elle dormit toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Elle ne se remit pas complètement. Les dégâts étaient trop importants. Mais son état s'améliora considérablement et elle vécut encore 7 ans, passant chaque hiver sur la crête. Elle ne s'excusa jamais pour ses moqueries passées
et Caleb ne le lui demanda jamais. Certaines choses ne nécessitent pas de mots. Le fait qu'elle soit au chaud et qu'elle respire suffisait. Les enfants grandirent, chacun portant en lui une partie des dons de ses parents. Josiah, l'aîné, hérita des mains de son père et de l'esprit systématique de sa mère. C'était un garçon calme qui passait des heures à regarder son père travailler la pierre et qui, à l'âge de 12 ans, était capable d'identifier 20 espèces de formations rocheuses. Il étudia l'ingénierie au Virginia Military Institute et revint à Stonewall Ridge avec des idées pour améliorer le système de chauffage, concevant des bouches d'aération réglables au sol, des persiennes en bois encastrées dans des cadres en laiton qui permettaient à la famille de contrôler indépendamment le débit d'air dans les différentes pièces. Les nuits froides, il pouvait ouvrir grand les bouches d'aération des chambres et fermer celles de la bibliothèque. Les jours doux, il pouvait réduire complètement le débit. C'était une amélioration qui transformait la maison d'un simple abri chauffé par la grotte en un foyer véritablement confortable, et Caleb admirait profondément cette innovation, disant à son fils avec son habituelle modestie que c'était une bonne amélioration. Claire, la fille, devint enseignante à Staunton. Elle avait hérité de l'amour de sa mère pour la botanique et de la patience de son père, et elle avait le don d'expliquer des idées complexes dans un langage simple, ce qui la rendait très appréciée de ses élèves. Elle épousa un jeune géologue nommé Shaw, un homme discret originaire de Pennsylvanie, qu'elle avait rencontré grâce à l'une des correspondances scientifiques de Caleb. Un homme qui comprenait sans qu'on ait besoin de le lui dire que la Crète était un lieu particulièrement important. Ce mariage plut énormément à Caleb. Le jeune Henri, nommé en l'honneur de son grand-père Lenoir, avait l'énergie débordante de l'ancien apothicaire et les compétences pratiques de son père. Il ne pouvait pas rester assis tranquillement sur la Crète comme son frère, et les montagnes de Virginie, aussi belles soient-elles, ne lui suffisaient pas. Il partit vers l'ouest, dans le Colorado, en 1885, et trouva du travail dans les mines d'argent près de Leadville, emportant avec lui sa connaissance des espaces souterrains, de leur atmosphère, de leurs dangers et de leur richesse, qu'il avait acquise en grandissant dans et autour d'une grotte. Cette connaissance le rendait précieux. Il gravit rapidement les échelons jusqu'au poste de contremaître de mine, écrivant des lettres à sa famille dans lesquelles il décrivait les tunnels et les gisements minéraux avec le même langage précis et observateur que son père utilisait dans ses carnets en cuir. Dans les années 1880, Caleb était une figure respectée, pas célèbre, pas riche selon les critères de l'âge d'or, mais connu dans le monde particulier de l'histoire naturelle et de l'ingénierie pratique. Sa grotte était mentionnée dans 3 études géologiques. Son système de chauffage a été étudié par un ingénieur du Smithsonian, nommé Ballard, qui l'a qualifié d'application la plus pratique des principes géothermiques qu'il ait observés aux États-Unis. Ces spécimens de cristaux figuraient dans des collections de Philadelphie à Londres. Il avait 61 ans lorsque Ada mourut à l'automne 1886. Elle s'éteignit tranquillement, comme elle avait fait la plupart des choses. Une fièvre apparut soudainement à la fin du mois de septembre, évoluant en quelques jours vers ce que le médecin de Staunton appela une pneumonie bilieuse. Le médecin gravit de la crête, l'examina, lui laissa des médicaments qui ne lui furent d'aucune utilité, puis redescendit avec un regard qui en disait long à Caleb. Elle s'éteignit en 11 jours. Caleb resta à ses côtés à chaque heure, lui faisant la lecture à voix haute lorsqu'elle était éveillée, lui tenant la main lorsqu'elle dormait, s'assurant que la pièce était chaude et que la fenêtre était entr'ouverte, afin qu'elle puisse entendre le vent dans les arbres et sentir l'air automnal. Les érables d'octobre devant sa fenêtre se sont embrasés, rouges, dorés et orangés, les mêmes couleurs qui flamboyaient sur la crête le jour où Caleb est arrivé. Il y a 28 ans, une éternité. La dernière nuit, elle lui a demandé d'ouvrir la fenêtre plus grande pour qu'elle puisse sentir l'air de la montagne sur son visage. Il l'a fait, et l'air frais de la nuit s'est mélangé à la douce chaleur qui montait du sol, et Ada l'a respiré. Une profonde et lente inspiration, puis une autre, et elle s'immobilisa. Il l'enterra sur la crête au-dessus de la maison, dans un terrain qu'il avait défriché parmi les chênes. Il transporta lui-même les pierres pour le mur du tombeau, les taillant et les ajustant avec le même soin qu'il avait apporté à la maison, car c'était la dernière chose qu'il pouvait construire pour elle, et elle devait durer. Il marqua la tombe d'une dalle de calcaire provenant de la grotte, sur laquelle il grava son nom, ses dates et une seule ligne. Elle semblait plus profonde. La dernière décennie de la vie de Caleb Mercer fut calme, comme l'est l'eau profonde. Calme en surface, mais pleine de mouvements en dessous. Il poursuivit ses observations, remplissant 4 autres carnets d'entrée
qui devinrent plus courtes et plus condensées au fil des ans, comme s'il affinait sa compréhension de la même manière qu'il affinait sa chaux, brûlant tout ce qui n'était pas essentiel jusqu'à ce qu'il ne reste que la substance la plus pure. Il améliora la maison, ajoutant un porche en pierre d'où il pouvait observer la vallée et les montagnes au-delà, une succession de crêtes bleues semblables à des vagues gelées. Il correspondait avec des scientifiques, accueillait des visiteurs et enseignait à tous ceux qui le lui demandaient avec la patience d'un homme qui comprenait que l'enseignement était la forme la plus élevée de construction. Il était généreux de ses connaissances, expliquant le système de chauffage, la grotte, la géologie à tous ceux qui faisaient l'ascension, car il croyait que la compréhension ne devait pas être gardée pour soi. Elle devait être donnée comme une graine afin qu'elle puisse pousser dans un nouveau sol. Il passait plus de temps que jamais dans la grotte. Le matin, avant que la lumière n'atteigne la crête, il prenait une lanterne et parcourait les passages familiers d'un pas tranquille, comme un homme rendant visite à un vieil ami. Il passait ses mains le long des parois, vérifiant les formations qu'il avait vues grandir imperceptiblement au fil des décennies, d'1 millimètre par an, de nouvelles pierres naissant de l'eau et du temps, et de la lente chimie des rives de la Terre. Il connaissait chaque stalactite, chaque amas de cristaux, chaque cavité, chaque corniche et chaque goutte. La grotte était sa bibliothèque, son église, sa plus ancienne compagne. Elle respirait autour de lui, chaude et constante, et il respirait avec elle. Au printemps 1891, à 66 ans, il découvrit un nouveau passage. Une partie du mur de la salle la plus profonde, qu'il avait cru solide pendant 34 ans, s'est avéré être un mince rideau de pierre coulante. Un revêtement minéral d'à peine 2 centimètres d'épaisseur, dissimulant une ouverture derrière lui. Il l'a découvert par hasard, en s'appuyant contre le mur pour se reposer et en sentant qu'il cédait légèrement sous son épaule. Il le tapota du poing et entendit un son creux là où il aurait dû y avoir le bruit sourd d'une roche solide. Il le ciselait avec précaution, travaillant avec la patience d'un homme qui comprenait qu'il ne fallait pas se précipiter lorsque la montagne révélait un secret, et ouvrit une brèche suffisamment large pour se faufiler à travers. Au-delà se trouvait une petite pièce d'environ 3 mètres de large, avec un plafond si bas qu'il devait s'accroupir. Dans cette pièce, les murs étaient entièrement recouverts, du sol au plafond, de cristaux. Ce n'étaient pas les modestes spécimens qu'il avait collectionnés pendant 30 ans. Ceux-ci étaient plus grands, plus parfaitement formés, avec des faces si nettes et si propres qu'ils semblaient avoir été polis par la main d'un bijoutier. Et parmi eux, dispersés comme des étoiles violettes dans une constellation claire et blanche, se trouvaient des cristaux d'une couleur violet pâle qu'il n'avait jamais vus, causés, comme il l'apprendrait plus tard grâce à une correspondance avec le Smithsonian, par des traces de manganèse incorporées dans le réseau cristallin lors de leur formation. Un processus qui avait pris des milliers d'années et des conditions si spécifiques que leur occurrence était pratiquement impossible. Il resta longtemps assis dans cette pièce cachée, tenant sa lanterne en l'air, observant la lumière se réfracter sur 1000 faces scintillantes. Les cristaux violets donnaient à la pièce une lueur semblable à celle d'un vitrail au coucher du soleil. Il ne pensait ni à l'argent ni à la reconnaissance. Il pensait à son père qui savait que cette terre valait plus qu'elle n'en avait l'air, à son grand-père qui avait commencé à construire et avait laissé le travail à quelqu'un qui comprendrait, à Ada qui voyait plus loin. Il ramassa un seul cristal, une pointe de calcite violette d'environ 7 centimètres de long, parfaitement terminée, sans défaut, et la posa sur l'étagère à côté des carnets botaniques d'Ada, où elle captait la lumière du matin et projetait une douce ombre violette sur son écriture. Il écrivit cette nuit-là, « Il y a toujours plus à découvrir. C'est la nature même de la Terre et peut-être de tout ce qui vaut la peine d'être connu. Vous pensez avoir atteint la dernière pièce, puis vous découvrez que ce que vous pensiez être un mur est en fait une porte. » Caleb Mercer mourut le 3 mars 1894 à l'âge de 68 ans. Il mourut dans la maison qu'il avait construite, dans le lit qu'il avait fabriqué de ses propres mains, dans une pièce réchauffée par la montagne qu'il avait passé sa vie à apprendre à comprendre. Son fils Josiah était à ses côtés, et Claire était venue de Staunton avec son mari Shaw. Même Henry avait fait le voyage depuis le Colorado lorsqu'il avait appris la nouvelle, arrivant sur la crête, brûlé par le vent et épuisé par la marche juste à temps. L'hiver avait été rude, l'un des pires de mémoire d'homme, selon les anciens, et Caleb s'était progressivement affaibli en janvier et février, son corps s'éteignant avec la même patience tranquille qui l'avait animé pendant 68 ans. Il ne souffrait pas, il n'avait pas peur, il passa ses dernières semaines au lit, lisant quand il en avait la force,
regardant par la fenêtre la crête enneigée quand il n'en avait pas, et discutant tranquillement avec ses enfants des choses qui comptaient, la grotte, les cristaux, les carnets, et le principe qui avait guidé sa vie. Selon le journal de Josiah, ces derniers mots furent prononcés tôt le matin, alors que la maison était calme et que la grotte bougeait à travers les bouches d'aération du sol comme un long et lent souffle. La montagne expirait, comme elle l'avait fait chaque jour et chaque nuit depuis des millénaires, patiente et fidèle. Continuez à chercher, dit-il. Il y a toujours plus. Ils l'enterrèrent à côté d'Ada, sous les chaînes de la crête qu'il avait escaladée 38 ans plus tôt avec une mule, un ensemble d'outils et rien d'autre. La dalle de calcaire portait son nom, ses dates et un seul mot qu'il avait lui-même choisi, bâtisseur. La maison de Stonewall Ridge existe toujours. Josiah y ajouta une aile en 1902 et remplaça le toit en châtaignier par un toit en ardoise. Son fils, un autre Caleb, électrifia la maison en 1938 et y ajouta la plomberie. Bien qu'il ait conservé le système de chauffage à air de la grotte d'origine en plus de la nouvelle chaudière, les membres de la famille remarquèrent que l'ancien système fonctionnait toujours mieux pendant les nuits les plus froides. La grotte ne fut jamais commercialisée au-delà des modestes visites organisées par la famille. Les chambres les plus profondes, y compris la salle des cristaux violets, ont été scellées en 1947 afin de protéger les formations. La propriété appartient toujours à la famille Mercer. Une arrière-arrière-petite-fille y vit aujourd'hui, une géologue à la retraite nommée Ada, en hommage à son ancêtre qui étudiait les mêmes formations documentées dans des carnets en cuir il y a 140 ans. Elle a ajouté des instruments modernes, des enregistreurs de température, des capteurs d'humidité, des débitmètres, mais les données qu'ils produisent confirment ce que Caleb avait observé avec une lanterne et un thermomètre à mercure. La grotte respire. La température reste stable à 55 degrés Celsius quelle que soit la saison, et les cristaux continuent leur croissance imperceptible, ajoutant de nouvelles couches de minéraux et de beauté à un rythme qui ne se mesure pas en années ou en décennies, mais en siècles, lors des nuits les plus froides de l'hiver, lorsque la température descend en dessous de zéro et que le vent hurle sur la crête, avec un son aigu qui faisait que la mule aplatissait ses oreilles contre le sol, de la pièce d'origine construite à l'automne 1856 avec de la pierre calcaire extraite à la main et des poutres en châtaignier, et que le travail silencieux et déterminé d'un homme en qui personne ne croyait rayonne encore d'une chaleur douce et constante, qui n'a besoin ni de feu, ni de combustible, ni d'intervention humaine. La montagne pourvoit, elle a toujours pourvu. Elle continuera à pourvoir longtemps après que le dernier Mercer aura vécu, sera mort et aura été enterré sur la crête, sous les chênes. Le Smithsonian conserve 14 des spécimens de Caleb, dont la calcite violette de 1891. Les 18 carnets se trouvent dans les archives de l'Université de Virginie. L'article de Cavendish de 1857 est toujours cité dans la littérature sur la conception géothermique passive. Mais peut-être que la mesure la plus fidèle de l'héritage de Caleb Mercer n'est pas les cristaux du Smithsonian, ni les carnets d'archives, ni la maison qui se dresse toujours, chaleureuse, sur une crête froide. C'est le principe qui a animé sa vie et qu'il a transmis à ses enfants, qui l'ont à leur tour transmis aux leurs. Ce qui semble sans valeur peut être inestimable, ce qui est ridiculisé peut être sublime, et le travail patient de compréhension, d'approfondissement, toujours plus profond, au-delà de la surface, au-delà de l'évidence, au-delà de ce que tout le monde voit, est sa propre récompense, et la seule richesse qui perdure. Il a hérité d'un tas de gravats sur une crête dont personne ne voulait. Il l'a transformé en une maison, un laboratoire, une entreprise et une vie. Il ne l'a pas fait en conquérant la montagne, mais en l'écoutant. En s'agenouillant devant une fissure dans la roche et en sentant l'air chaud sur sa paume, en ayant la curiosité de se demander pourquoi et la patience de le découvrir, il a construit en partenariat avec des forces qui étaient à l'œuvre depuis des millions d'années avant son arrivée, et qui continuerait pendant des millions d'années après son départ. Et il comprit peut-être mieux que quiconque à Barren Fork, mieux que ses frères, mieux que ceux qui se moquaient de lui, que la construction la plus profonde n'est pas l'imposition de la volonté humaine sur la Terre, mais la collaboration de l'intelligence humaine avec la conception généreuse et patiente de la Terre elle-même. La grotte respire toujours, les cristaux continuant de croître. La montagne conserve sa chaleur, patiente et généreuse pour quiconque est prêt à grimper assez haut et à regarder assez profondément pour la trouver.